Alors en quittant la salle de la diplomatie, nous passons un petit couloir et maintenant nous quittons les militaires, nous quittons la grande diplomatie pour rentrer dans la culture. Alors on est tout de suite accueillis d'entrée par James Pradier, qui est un sculpteur genevois, auquel nous devons en particulier la statue de Jean-Jacques Rousseau qui se trouve en Lille à Genève. C'est un très grand sculpteur qui a laissé son empreinte dans de grands bâtiments à Paris, dont les fameuses 12 grandes statues qui entourent le tombeau de Napoléon aux Invalides. Et puis en face de lui, M. Fuseli, qui on dit qu'il est à l'origine du surréalisme en peinture. Donc c'est un grand peintre suisse qui a travaillé essentiellement en Angleterre. Et puis on passe devant le portrait de M. Galatin, qui est un Genevois qui est parti très jeune aux États-Unis et qui s'est naturalisé américain, qui est devenu représentant, qui était élu, qui était représentant à la Chambre et qui a été ministre du Trésor sous le président Jefferson. Il est un peu aussi à la base du dollar. Et puis celui sur lequel nous avons tous transpiré, les gens de plus de 60 ans, quand on apprenait l'allemand, le général Suter, qui est un des grands conquérants de l'Ouest, qui a créé une très grande, qui était à la tête d'un très grand domaine agricole en Californie. Malheureusement pour lui, sans qu'il le sache au départ, son domaine se trouvait exactement où a été trouvé tous les filons d'or qui ont amené la ruée vers l'or, et son domaine a été envahi par plusieurs milliers de gens qui provenaient de toute origine et qui ont littéralement détruit son domaine, et il est mort pratiquement ruiné. Ce qui nous amène dans la salle des écrivains. Alors, salle des écrivains, ça on pourrait dire salle des écrivains, salle de la médecine, salle des scientifiques, puisque ici nous réunissons plusieurs personnages et plusieurs objets. Et c'est Madame de Staël qui nous accueille. Madame de Staël, la grande ennemie de Napoléon Bonaparte. Vous savez que elle était admiratrice du jeune Bonaparte, elle était même amoureuse, on pourrait dire, de Bonaparte. Et elle faisait tout pour le rencontrer le plus possible. Et un jour, elle est invitée à un banquet. Elle se trouve entre Bonaparte et Talleyrand, assise à table. Malheureusement, elle va tellement harceler Bonaparte de questions, de conseils, etc., que Bonaparte va se tourner vers Talleyrand et lui dire « Ne me mettez plus jamais cette femme à côté de moi. Je ne veux plus la voir. » D'autant plus qu'elle a fait un impair, elle a réclamé les 2,5 millions de francs que son père avait prêtés à Louis XVI avant la Révolution, et qui seront rendus beaucoup plus tard. Voilà. Donc elle va être rejetée par Bonaparte, et pour se venger, eh bien, elle va s'élever contre son pouvoir dictatorial, pour ainsi dire, hein, quand même, et elle va réunir autour d'elle dans son salon tout ce qui représente les ennemis de Bonaparte et de Napoléon Ier. Et puis il y a bien sûr Benjamin Constant, son grand ami, un peu plus aussi, qui lui rejoindra l'empereur lors du retour des 100 jours et qui va écrire la nouvelle constitution, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui n'empêcheront pas l'Empire de s'écrouler après la bataille de Waterloo. Et puis Madame de Charrière, que moi j'appelle notre Madame de Sévigné, qui est une Hollandaise, qui a épousé Monsieur de Charrière, un Neuchâtelois de Valangin, et qui a, par ses lettres qu'elle a écrites à travers toute l'Europe, à tout le monde, toute la société, la haute société de l'époque, nous raconte tout ce qui se passait dans son siècle à elle. Donc c'est très intéressant de lire ces lettres. Et puis, bien sûr, on a Rousseau, et on ne pouvait pas parler de Rousseau sans parler de Voltaire, puisque l'un, Rousseau, est né à Genève et qu'il a dû s'exiler en France à cause de ses écrits, et que l'autre, Voltaire, est né en France et qu'il a dû s'exiler une partie à Genève et à Ferney-Voltaire à cause de ses écrits. Deux ennemis irréconciliables que, malheureusement, le hasard de l'histoire a fait que
ils se retrouvent les deux l'un en face de l'autre au Panthéon, parce qu'on a mis leur tombeau là, exactement l'un en face de l'autre. Et puis on a des médecins, alors M. Tronchin, le docteur Tronchin, qui est une des grandes sommités médicales du XVIIIe siècle, qui a soigné un nombre considérable de grands personnages et auxquels on doit l'inoculation contre la variole. Alors nous avons une pièce magnifique avec son autographe. Horace Bénédicte de Saussure, bien sûr, hein, le découvreur de la montagne, des Alpes. Le docteur Tissot, un très grand médecin aussi, très connu dans toute l'Europe, par d'abord son premier opuscule. Je vous laisserai le soin de le lire tranquillement, mais c'est très intéressant et ça a eu un succès incroyable puisqu'il a connu 63 éditions jusqu'en 1905, traduites dans toutes les langues de l'époque et qui est peut-être à la base de la pruderie de tout le XIXe siècle. Autrement, le docteur Tissot s'est fait aussi reconnaître parce que c'est un homme très moderne dans le sens où il imposait à ses patients, avant de venir le trouver, de passer dans la baignoire ou sous la douche, ça existait, mais de se laver, d'avoir une vie la plus saine possible, de l'hygiène, une bonne nourriture et de pratiquer de la gymnastique très en avance sur son temps.